Bon, c'est la difficile tâche de passer à la phase postprandiale quand nos bactéries commencent à s'exciter. Donc j'espère que je vais vous maintenir éveillé avec plusieurs exemples. En fait, l'idée, c'est de vous faire un panorama des solutions, plutôt aller vers l'aspect solutions qui existent en matière d'intégration de la biodiversité à différentes échelles, de l'échelle de la ville à l'échelle du bâti, voire infra du côté des matériaux. Des solutions qui, pour beaucoup, ont déjà largement été mises en œuvre par les collectivités et qu'on a vu ce matin, qu'on répète, la végétalisation du bâti, etc. Et d'autres qui sont plus exploratoires et qu'on est en mesure d'attendre aujourd'hui dans cette opération concours capital et qu'on espère voir émerger. Alors, ça a été dit ce matin, on parle beaucoup de cette notion de solution fondée sur la nature, et c'est bien l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des solutions articulées entre les enjeux de développement de la ville, ceux de la nature, et donc de la biodiversité comme moteur, et celle du climat. Et donc effectivement, dans la reconquête des écosystèmes, on voit qu'on touche directement de près des solutions qui font d'une pierre deux coups entre la reconquête de la biodiversité et celle de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai que moi, depuis une dizaine d'années, 8 ans, que je travaille maintenant à Nature Paris, et que j'ai découvert ce thème de la nature en ville, j'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs, et on est encore dans un monde dominé par des ingénieurs qui travaillent dans le lourd, ingénieurs hydrauliques, ingénieurs réseau, ingénieurs du BTP, ingénieurs des matériaux. Et il n'y avait pas encore énormément de place pour les ingénieurs écologues comme moi et d'autres. Et aujourd'hui, on est en train de co-construire ensemble des solutions. Et je crois, par rapport à ce que disait Lucas Badi ce matin, qu'il y a une vraie émergence et une vraie place aujourd'hui pour l'ingénierie écologique en ville, qui n'est plus juste du paysage où on fait du vert à côté et on rajoute un petit peu de peinture verte, mais on utilise la nature comme élément structurant de l'aménagement urbain, et ce à différentes échelles. Et j'ai mis entre parenthèses, souvent pour des coûts bien moins chers, quand on fait appel à la nature, plutôt qu'au béton. Donc une idée maîtresse, cette idée de solution fondée sur la nature. Et puis une autre notion qui avait été avancée ce matin, c'est l'intérêt de la nature en ville. Il est à la fois donc économique, social, mais aussi en termes de multifonctionnalité. Et quand on a l'habitude de comparer les infrastructures grises aux vertes, on met souvent en avant le fait qu'avec la nature, non seulement on répond à un même objectif de gestion initiale, par exemple sur cette photo que j'aime bien montrer, où l'objectif est de réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain à la surface des bâtiments. Effectivement, ça marche très bien avec la végétalisation. Vous voyez à l'écran la différence entre une partie du toit qui est bitumeuse et l'autre qui est végétalisée. Il y a un écart ici, si vous arrivez à lire, de 40 degrés. Donc ça marche. Alors là, on est à Chicago en plein été au mois d'août, mais ça fonctionne. Et l'intérêt, c'est qu'on peut aussi obtenir le même type de résultat avec différents revêtements, avec de la peinture blanche, par exemple, sauf qu'on se prive derrière de tous les autres bénéfices apportés par la nature, comme la captation de l'eau, on l'a vu ce matin, la captation du carbone, l'aspect récréatif, la pollinisation, etc. Donc le caractère multifonctionnel nous intéresse énormément. Alors, je disais qu'il y avait de l'essor, effectivement, je pense que, et puis tous, c'est quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, on assiste vraiment à une montée en puissance de ce thème de la nature dans la ville, de la biodiversité, avec des vraies compétences en ingénierie et écologie derrière, et tout un tas de dispositifs, que ce soit des guides d'accompagnement, des guides plus généraux, des plateformes techniques pour dire qu'est-ce qu'on va planter, à quel endroit, comment on va réaliser les aménagements, faits par tout un tas d'acteurs. Et vraiment, cette montée en puissance critique, elle est saluable aujourd'hui. C'est pour ça que le concours cette année est sur ce thème-là. C'est parce qu'on espère qu'on va ressortir de belles choses. Et puis juste, je voudrais alerter sur le plan bâtiment durable du ministère de l'écologie qui, pour la première fois l'année dernière, a publié un rapport sur le bâtiment et la biodiversité. Jusqu'à présent, on était dans des considérations très énergie, efficacité énergétique des bâtiments, ville durable, smart city, etc., où le vivant n'avait pas tellement sa place. Et la façon dont on envisage ce thème à Nature Paris, de l'intégration de la biodiversité dans la construction, l'aménagement, eh bien, il est effectivement multi-échelle. Et ça, c'est fondamental. C'est essayer d'avoir ce raisonnement complexe à différentes échelles où, évidemment, il n'y a pas de solution unique. On peut faire le meilleur bâtiment pour la biodiversité en termes de végétalisation, de nichoirs intégrés, etc. Et pour autant, il peut être construit sur des terres agricoles qu'on aurait dû préserver aussi au titre de la biodiversité. Et donc ce raisonnement multi-échelle, il est attendu dans le cadre de cette opération pour pouvoir évaluer les projets. Donc
Échelle multiple de la ville, où effectivement, là, on va plutôt parler des questions de trams, d'intégration des trams dans les documents d'urbanisme, à la fois bonne pour la biodiversité et pour le climat. On a parlé ce matin de déplacement des espèces. L'échelle des écoquartiers, qu'on va voir également tout à l'heure, qui est là et surtout pertinente en termes de préservation de la qualité des sols, de leur perméabilité et de gestion de l'eau également. L'échelle du bâti, évidemment, où on a tout un ensemble de dispositifs qui existent aujourd'hui pour mieux accueillir le vivant. Et puis enfin, peut-être une échelle qu'on traite moins quand on est dans le domaine de la biodiversité, et pourtant elle est essentielle, c'est celle de l'empreinte écologique des équipements, des matériaux qu'on utilise pour fabriquer des bâtiments. Et c'est un enjeu énorme en termes de ressources consommées, et c'est aussi une manière de faire le lien entre les ressources naturelles et la biodiversité. Donc les documents d'urbanisme, qui est effectivement l'étape primordiale quand on s'intéresse à la biodiversité. Je vais passer vite parce qu'on va avoir des exemples tout à l'heure avec Emmanuel Bourriaud. C'est effectivement l'enjeu d'un diagnostic écologique poussé avant de réaliser des schémas stratégiques de trams et de trams vertes et bleues. Et donc là, on réquisitionne finalement la compétence du naturaliste et de l'écologue pour aider à déterminer le zonage réglementaire et à déterminer où se trouvent les enjeux dans la commune. Le PLU est un outil très puissant. On critique souvent le PLU par rapport au fait qu'il permet d'urbaniser, mais le PLU, il peut être aussi utilisé pour préserver des espaces, évidemment donc dans le zonage réglementaire, et aussi pour inciter à la végétalisation. Là, j'ai mis 2 exemples, et j'aurais pu en mettre d'autres, mais on peut jouer sur les articles du règlement pour intégrer des recommandations qui visent à mieux valoriser la biodiversité, comme par exemple encourager des haies végétalisées à la place des clôtures, pour encourager la végétalisation des bâtiments, voire mettre en place, comme le permet depuis peu la loi Allure, des coefficients de biotope. Et ça a été fait à la ville de Paris, ça a été fait à Montreuil, on verra tout à l'heure avec Pierre-Luc Vacher. On peut aussi, un outil qui est puissant, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. On a vu beaucoup de retours d'expérience de communes qui utilisent cet outil pour cibler des zones à enjeu et encourager la création d'espaces verts, par exemple, la réouverture de cours d'eau, voire, comme nous en a parlé Suzanne Broly ce matin, encourager la désimperméabilisation des sols dans certains secteurs. Et puis ne pas oublier, j'ai mis cette petite photo, parce qu'on peut faire aussi le meilleur PLU du monde, mais l'enjeu au départ, c'est de se poser la question des infrastructures existantes, et donc de la rénovation prioritaire sur la construction neuve. Et ici, des dispositifs assez intelligents qui visent à surélever les immeubles déjà existants, comme ça on n'utilise pas de foncier supplémentaire. L'étape du diagnostic écologique, cruciale, quand il est question d'intégrer la biodiversité dans les projets. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de cette connaissance-là que derrière on va faire les meilleures préconisations finalement. Et donc que ça soit à l'échelle d'une ville entière, certaines villes le font, font inventorier tout le patrimoine naturel de la ville, ou à l'échelle d'un projet, c'est bien de faire venir des naturalistes, des écologues qui vont réaliser soit des inventaires faune-flore, une étude de la qualité des sols, l'identification des continuités écologiques très locales, parce qu'effectivement, quand on regarde à l'échelle d'une région, c'est plus du tout pareil quand on se trouve à l'échelle du projet. Et cette connaissance-là, elle va permettre d'être traduite derrière auprès des praticiens, auprès des architectes, des maîtres d'ouvrage, pour cartographier finalement les enjeux. Et on voit que sur les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui, ça se passe toujours mieux quand il y a eu cette expertise écologique avant, et on évite souvent des surcoûts, parce que les enjeux ont été identifiés en amont. Ce qui permet d'intégrer pratiquement derrière la biodiversité. Ici, c'est un exemple à Sisteron qui nous a été présenté dans un des ateliers du concours, où, suite à un diagnostic écologique, ils ont trouvé une colonie de molosses de Cestonie, donc ces chauves-souris qui sont là, qui habitaient dans le bâtiment, et ils devaient faire une rénovation thermique, c'est d'un collège. Et du coup, ils ont fait une grande étude qui leur a permis de déterminer que les molosses n'étaient pas là pendant les mois de janvier-février. Donc c'est là qu'ils ont fait les travaux. Et ils ont mis au point une rénovation de façade thermique qui permet d'accueillir à nouveau les chauves-souris qui viennent se glisser derrière, avec même un nouveau matériau breveté qui leur permet de s'agripper. Donc cette connaissance-là permet de faire les bons choix. Un exemple parmi d'autres. Plusieurs solutions aussi, donc on passe à l'échelle plutôt du quartier, on va dire, des solutions qui sont trouvées aujourd'hui par les collectivités pour
préserver la perméabilité des sols à l'eau, en lien avec la végétalisation. Effectivement, Luc Abadi l'a dit ce matin, c'est un complexe plante, sol, eau, qui est important à prendre en compte. Alors avec des aménagements très différents en fonction des contextes, mais les noues végétalisées, effectivement, peuvent faire leur apparition dans la voirie, comme c'est le cas à Montreuil, on aura des exemples après, ou aux abords des bâtiments. Ici, un écoquartier à Lille qui est super intéressant parce qu'ils ont quasiment rien imperméabilisé. Ils ont gardé des topographies de sol. Et puis, on a des noues comme ça, paysagères aux abords des bâtiments qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Alors, on a parlé de l'écoquartier Hoche ce matin, qui est par ailleurs hyper intéressant. Et c'est vrai que lors d'une visite, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait quelques ratés, notamment au niveau des noues, où effectivement ils avaient prévu de conserver des noues, mais les engins de chantier sont passés tellement fréquemment et ont stocké du matériel et ont roulé dessus qu'ils ont tassé les sols, et du coup on entre dans un phénomène d'irréversibilité par rapport au sol. Donc il faut aussi penser à ça, à l'étape chantier, de prévoir que les aménagements soient trop tassés, soit pollués. Pour l'eau, effectivement, de plus en plus d'écoquartiers qui passent en mode quartier éponge, où le but c'est de récupérer l'eau de pluie là où elle tombe et de s'éviter le tout tuyau. Et donc de plus en plus d'aménagements existent en ce sens. Ici en bas c'est à la Bottière-Chênée, mais il y a d'autres exemples, via des noues, via des pavés drainants, via des dalles enherbées ou via des sols simplement nus ou des espaces verts qui peuvent faire l'affaire pour la question de l'eau. Jusqu'à, on espère peut-être voir dans certains projets des zones de phytoépuration, soit des eaux grises, soit des eaux noires, parce que c'est pas encore très très courant en France, même si ça existe, et qui là aussi, c'est deux en un, c'est habitat de biodiversité et puis en même temps zone de récupération, d'infiltration de l'eau et de traitement. D'autres solutions qui touchent, elles, aux espaces verts. Alors là, c'est plus courant et plus commun dans les collectivités, mais c'est tout aussi important d'avoir autour du bâti des espaces favorables à la nature. Vous connaissez certainement le dispositif Éco-Jardin, animé par Plantécité et Nature Paris, qui vise justement à avoir des espaces sans pesticides, sans produits phytosanitaires ou autorisés, moins entretenus, avec moins de gestionnites aigus dans ces espaces, pour qu'ils puissent contribuer à la nature en ville. Donc je ne m'étends pas là-dessus, juste un clin d'œil, puisqu'on en a parlé ce matin, à l'écoquartier des Docks de Ris, à Ris-Orangis, où effectivement déjà il y a un travail espace vert, paysager qui est assez intéressant. Et ce qui m'a marqué dans la visite de ce quartier, c'est qu'il n'y a aucune séparation entre l'espace public et privé. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture, et donc la petite faune peut librement se déplacer jusqu'à une étendue d'eau qui est un peu plus loin, en continuité avec une forêt. Et donc là, on entre vraiment dans la notion de lien entre les espaces de nature. Si on a des barrières entre les résidences, on peut toujours utiliser des petits dispositifs comme ça qui permettent à la faune de passer. Et donc éviter aussi, comme l'a dit Frédéric Ségur ce matin, d'avoir des espaces qui sont totalement monospécifiques, où on plante une espèce, qui plus est ici potentiellement allergène, etc. Mais d'avoir derrière cette idée de diversification des espaces, voire de conserver aussi le spontané dans les écoquartiers, pourquoi pas préserver la végétation existante. Plein de dispositifs qui existent. Alors là, ça a été plus ou moins déjà vu et revu et retravaillé par les naturalistes, et c'est absolument essentiel d'avoir des structures d'accueil de la petite faune, notamment des oiseaux, des chiroptères sur les bâtiments. Là aussi, l'expertise naturaliste, elle est nécessaire. Auparavant, on voit beaucoup de projets où on a installé des nichoirs, soit pas à la bonne hauteur, soit qui ne correspondent pas au type d'oiseau. Ça arrive assez fréquemment. Et du coup, l'œil d'un naturaliste peut permettre d'orienter les choix. Et il y a tout un tas de systèmes. Ici, en bas, c'est le nouveau bâtiment de réserve naturelle de France à Dijon, qui s'appelle la Bourdonnerie, où ils ont testé en fait un hôtel à insectes géant sur tout le mur. À voir si ça fonctionne. Pas beaucoup d'hôtels à insectes qui fonctionnent. Enfin, ça dépend des dispositifs, mais c'est effectivement des innovations comme ça qu'on attend aussi pour voir le bénéfice apporté. Et puis j'ai mis cette photo, j'ai écrit travaux de rénovation parce qu'il y a aussi une chose qui nous paraît importante, c'est de profiter des travaux de rénovation thermique, des façades, des toitures ou des bâtiments en général, pour venir ajouter ces dispositifs. Et là aussi, faire une pierre deux coups.
En ce moment même, à la région, il y a les assises, je crois, de la précarité énergétique. Donc, on va conseiller de rénover les bâtiments, de faire de l'isolation par l'extérieur, etc. Et si on pensait aussi, lors de ces opérations-là, à végétaliser, à installer des dispositifs pour la faune, ça peut être intéressant de coupler les deux, et notamment au niveau des aides. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des aides dissociées entre climat et biodiversité. La végétalisation des toitures, évidemment, aussi une porte d'entrée intéressante pour améliorer la biodiversité, là, à l'échelle du bâti. Et ma collègue Audrey Muraté va en parler beaucoup plus que moi tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre. Mais ici aussi, la réflexion de l'ingénieur écologue, c'est de mobiliser des connaissances en écologie scientifique pour essayer de recréer des systèmes qui ressemblent à des écosystèmes plus locaux, des prairies, etc., en diversifiant la palette végétale, en ayant un substrat qui ressemble un peu plus à un sol naturel qu'à une moquette minérale, comme c'est le cas en haut. C'est vrai qu'encore 90% des toitures végétalisées, aujourd'hui sont ces moquettes vertes précultivées, avec en plus l'impact derrière pour la culture. Et ça ne correspond pas forcément aux régions climatiques et à la biodiversité locale, d'autant plus que quand on a des toits plats qui sont avec des graviers, comme ça, finalement, si on ne traite pas sur ces toits-là, on obtient des toitures sédum gratuitement, comme ici, pour zéro. Et c'est à peu près le même bénéfice. Donc effectivement, beaucoup de projets qui se développent sur la végétalisation des toitures. On ne peut pas tout attendre d'elles, mais comme disait Luc Abadi ce matin, on peut sélectionner, faire des choix de conception qui permettent soit de plus filtrer de l'eau, de plus stocker du carbone, d'avoir une qualité d'eau meilleure à la sortie. Voire coupler, puisque la question a été posée ce matin, coupler végétalisation et énergie renouvelable. Quand on a cette question du partage des usages qui se pose, peut-être pas partout, effectivement, mais il va falloir trouver sur les toiles la manière de concilier tous les usages. Même réflexion pour les murs, parce que là aussi, c'est aussi une cinquième surface qui est intéressante pour la biodiversité. Et on peut dire, de manière assez dichotomique, qu'on a le choix entre les murs coûteux, modulaires, qui sont aussi plus ou moins précultivés, avec des substrats qui sont des ressources naturelles consommées, et beaucoup d'espèces, comme celui qu'on a en haut, je parle de celui-ci, et souvent des espèces exotiques qu'il faut changer fréquemment, donc beaucoup d'entretien derrière, etc. Et l'idée de l'ingénierie écologique, c'est aussi de laisser la nature faire et se développer, et pour moins cher, on a des plantes grimpantes. Il suffit là de penser en amont à laisser des sols qui permettent d'accueillir ces plantes, ou des bacs de plus de 80 cm généralement. Il y a toute une diversité de plantes grimpantes qui s'adaptent à différentes situations. Et puis on peut utiliser des différents supports aussi pour les plantes, des câbles, des filins, des grilles. Et c'est aussi une solution pour la biodiversité. J'en ai terminé. La dernière notion, c'est celle dont je parlais au début, c'est celle aussi d'essayer dans les projets de réduire l'empreinte écologique du fait des matériaux utilisés et consommés. Alors, il y a beaucoup d'architectes ou de structures qui travaillent sur les matériaux sains, sur les matériaux écologiques. On ne le met pas souvent en lien avec la biodiversité. Pourtant, il existe indirectement, puisque derrière chaque matériau, il y a l'histoire des matières premières et des écosystèmes d'où elles proviennent, en carrière, voire en agriculture, etc. Et il y a un enjeu aujourd'hui à la fois à relocaliser, à trouver des sources plus propres ou plus favorables à la biodiversité, et notamment on essaie d'encourager dans le cadre de ce concours les projets qui utilisent des matériaux dits biosourcés, c'est-à-dire issus de sources agricoles, qui permet de faire le lien entre agroécologie et bâtiments et nature. Et là, on cite 3 projets généralement qui sont assez intéressants de ce point de vue-là. Vous avez les nouveaux bâtiments de la mairie à Lausanne, un bâtiment qui s'appelle Eco 46, où là, ils ont utilisé en fait des matériaux qui proviennent d'un rayon de 50 km uniquement. Donc du bois, de la forêt lausannoise, de la paille, qui leur a été donnée en plus, donc là aussi on est moins cher au niveau des coûts, et la terre du chantier. En fait, on parlait du problème des terres, et bien là ils ont réutilisé la terre du chantier pour en faire du pisé. Beaucoup plus près, à Rosny-sous-Bois, un super bâtiment qui est une école que vous connaissez peut-être, qu'on cite souvent également, l'éco-école des Boutours, où là l'architecte a été très moteur et assez pionnier dans ses choix. C'est un bâtiment qui est quasiment 100% en matériaux biosourcés aussi. Donc là aussi bois, paille, il est allé jusqu'aux peintures et jusqu'aux revêtements qui sont en matière végétale.
Et en plus, un bâtiment végétalisé pour ne rien perdre. Et puis, un dernier exemple qui est aussi assez connu par les architectes Guinet-Potin, c'est le centre de la biodiversité Beautour à La Roche-sur-Yon, où là, on est aussi dans la recherche de matériaux locaux avec les toits de chaume issus des roselières locales. Voilà, j'en ai terminé.